You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. Dans tous les cas, on a tout à fait possibilité de poser des questions. Je vois que Jérémy a une question. Non, c'était plutôt un commentaire. Je te remercie beaucoup parce que je ne connaissais pas du tout les travaux de Hal Clement et c'était assez intéressant de voir cette théorie du jeu là qu'il y a entre l'auteur parce qu'en fait c'est exactement moi ce que j'utilise quand je fais justement des choses vers le grand public. Je prends généralement une œuvre, que ça peut être Star Wars, ça peut être dernièrement il y a eu Seul sur Mars où j'ai beaucoup fait des choses là-dessus et où effectivement on fait ce jeu. En fait, je propose au public de devenir scientifique quelque part et de traiter l'œuvre comme les données, comme un astrophysicien verrait des données, des images, et d'essayer de comprendre, d'une part, qu'est-ce qui marche pas, et aussi d'aller un peu plus loin et de combler les trous en utilisant ce qu'on connaît de la science pour combler les trous dans ce qui n'est pas dit dans l'histoire. Et voilà, je trouve ça fascinant de voir que ça a été en fait théorisé de cette manière. Plusieurs intervenants possibles. Alors, je ne les prends pas forcément dans l'ordre parce que je ne les ai pas vus arriver, mais Laurent Genefort avait envie de dire quelque chose. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, j'ai l'impression que dans la critique de Ballard, il y a l'idée de la science comme d'un corpus de connaissances, peut-être plus que et du respect d'un corpus de connaissances, plus que d'une démarche spéculative. Et peut-être qu'il y a peut-être plusieurs hard science en fait. Ouais. Il y a peut-être plusieurs hard science. Une qui est celle du respect d'un corpus de connaissances et donc avec l'accentuation du vraisemblable scientifique, enfin, ou de la véracité scientifique. Et de l'autre, et peut-être une conception peut-être plus moderne, qui est celle de la hard science, non pas comme l'application d'un corpus de connaissances, mais la spéculation intellectuelle à partir de ce corpus, voire en dehors de ce corpus. C'est-à-dire que ce qui devient important dans la hard science, c'est moins le respect que la spéculation elle-même, et on peut avoir une démarche hard science à partir de prémices quasiment fantasy, en fait. Et donc, c'est pas seulement un continuum, c'est entre le non vraisemblable et le vraisemblable, mais carrément une sorte de démarche différente entre celui qui respecte la véracité, enfin, ou je ne sais pas comment qu'on peut appeler ça. La vraisemblance, peut-être? Oui, la vraisemblance, et une démarche qui est différente de ça, en fait. Mmh. Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur le constat qu'il existe plusieurs hard science fiction, évidemment. Là, je me suis basé sur Hal Clement parce que c'est un peu considéré comme l'origine, le classique, quoi. Mais de toute façon, dans mon travail de thèse, en fait, je me suis essentiellement focalisé sur la hard science fiction pour montrer sa diversité, quoi. Et qu'en fait, à travers le travail quand on rend compte de la singularité de chaque auteur, on voit qu'ils ont tous une conception de la science qui est différente, en fait. Conception de la science, ça veut dire donc une image de ce vers quoi la science nous amène, les valeurs qu'elle véhicule. Alors là, j'ai pas du tout parlé de toute une analyse qu'on peut faire de l'œuvre de Hal Clement ou d'autres auteurs de science-fiction, mais on peut aussi faire une lecture symptomatique de ces œuvres-là et montrer que chez certains auteurs de hard science, par exemple, la science, c'est quelque chose de colonial. C'est quelque chose de capitaliste, c'est quelque chose de sexiste, par exemple. Et chez d'autres auteurs, au contraire, hein, c'est quelque chose de très progressiste, si tu veux. Alors, quand on compare le travail d'un auteur comme Ted Chiang ou de Kim Stanley Robinson, hein, c'est des auteurs qui montrent une science très différente de celle que l'on voit, qui est mise en scène, qui est thématisée dans les récits de Hal Clement, par exemple, ou de Larry Niven, ou de Gregory Benford, par exemple. Donc, c'est important de voir la singularité de chaque auteur et donc, effectivement, de rendre compte de cette pluralité des formes de hard science et des rapports à la science possibles. Très bien, alors on avait des interventions de Natacha et de Guillaume qui commencent. Allez, Natacha. Il faut que tu remettes ton micro, Natacha.
pas toujours le réflexe. Oui, juste une toute petite question. Julien, est-ce que ta thèse est en ligne? Alors, je ne suis pas sûr qu'elle ait été mise en ligne par, Je n'ai pas par trouvé. le HESS, Ouais. mais le processus est en cours, quoi. Bon, d'accord. Ok. Bah, écoute, dès que ce sera fait, tu nous l'envoies parce que ce serait Ouais. vraiment très intéressant de la mettre dans la bibliographie. Et puis, juste une toute petite question à la fin. Tu as parlé, j'aime bien les formules finales. Tu as parlé de la technologie de nos délires. Je voulais savoir qu'est-ce que tu entendais par cela, par cette expression. Il y avait nos délires technologiques et la technologie de nos délires. Oui, non, c'était une manière de caractériser un peu la pensée de Ballard et le rapport qu'il a aux technologies, en fait, et de voir comment, déjà, nous avons tous un peu des délires. On vit dans un monde de délires technologiques, d'une certaine manière, et en même temps, un monde où ces technologies vont fabriquer nos délires aussi, quoi. Donc, c'est ce rapport dialectique qui est intéressant chez Ballard, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de, même dans sa manière de concevoir la réalité dans laquelle on vit. Hein, pour lui, la réalité, c'est une fiction. Enfin, et la fiction, c'est une réalité. Donc, voilà, c'est toujours ce jeu qui est intéressant chez Ballard, en fait, qui est finalement assez postmoderne, mais qui nous permet de réfléchir et de repenser justement ces histoires de frontières, hein, comme où est-ce qu'on place la frontière entre science et littérature, entre réalité et fiction, entre fantasme, entre possible et impossible, etc. Ok, merci. Guillaume, tu voulais intervenir, je crois. Oui, j'avais. Alors, en fait, c'était tellement riche que j'ai plein de micro-questions. Je vais les réduire à 3 quand même, pour que les gens y aillent manger, puisque vous, ce n'est pas encore fait en métropole. Le premier point, c'était sur l'introduction assez générale sociologique sur l'idée qu'on légitime la science-fiction comme littérature en oubliant la science. Et ça me rappelle effectivement, donc là c'est en écho avec ce que tu disais au tout début, sur le fait qu'il faille peut-être, et c'est ce que font les auteurs, et ça c'est intéressant, et c'est peut-être ce que ne font peut-être pas les théoriciens de la littérature, c'est définir justement la science comme esprit ou méthode d'un côté, ou bien comme contenu. Et même dans contenu, est-ce que c'est plutôt théorique? Est-ce que c'est plutôt technologique? Est-ce que c'est plus ou moins accessible? Et j'y reviendrai avec ce que tu as dit sur Clément. Un autre point qui est vraiment sociologique, et on se rend compte, mais on se rend compte dès qu'on entend parler de science-fiction, c'est que même si on dit que c'est de la paralittérature par rapport au classique, d'une part, c'est un domaine dans lequel on a les classiques. Tu disais d'ailleurs, Clément, c'est quand même un point de départ, et on sait que tous les fans de science-fiction ont leurs classiques et leurs grands. Voilà, il y a une hiérarchie qui se recrée à chaque fois. Et inversement, je me demandais s'il n'y aurait pas quelque chose. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est en cours, en train de se faire au niveau des catégories, notamment à l'école. C'est-à-dire que les classiques, techniquement, bon, il y a plein de définitions, mais c'est grosso modo ces livres qu'on lit à l'école, en classe. Ce n'est pas une vraie bonne définition, mais je fais exprès. Et depuis quelques années, dans les collèges et lycées, il y a un changement de paradigme, mais aussi dû à la formation des documentalistes, dû aussi à la formation des professeurs de français. J'ai été quelques années en MEF. C'est qu'on invite de plus en plus, pour inciter les gamins à la lecture, et on remplit les CDI de bouquins de SF et ou de fantasy, ce qui fait que l'ASF, notamment, comme la fantasy, intègre véritablement le parcours scolaire. Et ça, c'est très intéressant, parce que chez nous, effectivement, dans ma génération, c'est quelque chose qu'on lit à côté, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais en Australie en 3e. Les copains australiens me demandaient pourquoi je lisais Tolkien, qu'on n'étudiait qu'à la fac, chez eux, alors que nous, c'était en Press Pocket Junior. Donc, on n'a pas les mêmes frontières, effectivement, on l'a dit, que les anglo-saxons, mais je me demande si tout ce système, cette sociologie de la littérature n'est pas en train de bouger, parce qu'il y a un changement de la bibliothèque scolaire. Alors, troisième point qui rebondit sur le premier, sur cette définition de la science et autres, tu citais les éléments, je crois que c'était de la préface de Clément, où il invitait le lecteur à aller vérifier, comme dans un peer review. Et je me posais 2 questions. Est-ce que, comme souvent, il n'est pas en train de construire un lecteur idéal, et dans idéal, il y a souvent un lecteur qui n'existera pas. Et je me demandais si souvent, comme dans beaucoup de discours préfaciels, il ne faut pas prendre au second degré cette préface,
qui est peut-être plus une provocation, et la fin de la phrase, qui n'était pas en surligné, suggérait qu'un dialogue lecteur-auteur était d'ailleurs impossible, puisque une fois qu'on aura dit que c'est faux, le bouquin, il ne répondra pas à cela. Et donc, c'est l'idée vraiment, c'est fréquent ça dans cette littérature scientifique ou philosophique antérieure, d'une invitation au dialogue, mais qui n'en est pas un par définition, puisqu'on ne à l'époque, on ne pouvait pas répondre aux auteurs, ce qui est un jeu qui change actuellement justement avec toutes les fictions sur Internet, où les gens répondent par blog à leurs auteurs. Mais là, on n'est pas dans ces années-là encore. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais, petite chose que je voulais souligner ou interroger. Super, merci beaucoup. Je vais répondre d'abord sur la question de classique. Alors évidemment, la question de classique, c'est une question qui est… voilà, disons que les classiques, ce n'est pas des choses qui sont inscrites dans le marbre et qui évoluent, évidemment. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est en train de changer, je pense, depuis les années 2010. La science-fiction commence à acquérir une forme de légitimité beaucoup plus prégnante qu'auparavant. Mais cela dit, la science-fiction constitue aussi un canon qui est toujours un peu à part, pour l'instant en tout cas. Et donc, je parlais de Hal Clements comme un classique aussi, parce qu'effectivement, quand on est dans le domaine de la science-fiction, eh bien, il y a des classiques, il y a une histoire officielle qui nous est racontée. Et puis, si on considère, par exemple, si on considère les mouvements féministes dans la science-fiction, les mouvements féministes, qu'est-ce qu'ils font? Ils redéfinissent l'histoire de la science-fiction en nous disant que il y a des classiques oubliés, et ceux qu'on considère comme des classiques aujourd'hui sont peut-être pas très importants, ou peut-être pas de très bons écrivains, et il y avait des choses meilleures à retenir de l'histoire, de la science-fiction. Donc effectivement, c'est toujours quelque chose qui est un peu normatif d'une certaine manière et qui est tout le temps en mouvement, je dis ça parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la science-fiction écrite par des femmes, et donc au potentiel un peu subversif, comment on raconte une autre histoire de la science-fiction en se rappelant d'autres écrivains, en faisant réapparaître d'autres textes qui étaient oubliés. Oui, effectivement, les codes changent. Qu'est-ce qui définit un classique ou pas? Et moi, je n'ai pas la vocation à prendre position là-dessus. Disons que je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de constater en fait qu'à certaines époques, on va considérer des auteurs comme classiques ou pas. Après, sur la question du contenu, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ce que je répondrais, c'est que moi, dans l'approche que je fais, ce n'est pas de considérer la science-fiction comme des textes fictionnels qui contiennent des connaissances scientifiques, parce que ce n'est pas seulement ça le rapport que la science-fiction entretient avec la science, c'est un rapport beaucoup plus complexe. Chez Hal Clements, la science, c'est d'abord quelque chose qu'on imite. On imite pour faire un jeu. Donc, c'est dans le projet même d'écriture que la science intervient. Mais la science intervient aussi comme thème. Alors là, je ne l'ai pas raconté quand j'ai parlé de son récit Mission of Gravity, mais les personnages discutent beaucoup de science, en fait, de qu'est-ce que c'est que la science. Et donc, elle apparaît dans le récit, et donc, c'est ce type de rapport qu'il faut aussi comprendre. C'est à la fois le rapport dans la démarche d'écriture, dans le projet d'écriture, comment apparaît la science ici, mais aussi dans le texte lui-même, comment la science est thématisée. Et on peut la thématiser de plein de manières. Si on pense par exemple au récit de Michael Crichton, la science est thématisée d'une manière très différente, par exemple, que chez Hal Clement. Et enfin, le dernier point donc, sur le lecteur idéal, donc ce texte, ce n'est pas une préface, c'est un essai qui a été publié dans la revue Astounding, mais qui accompagnait en fait la publication en feuilleton du roman. Et donc, tu as tout à fait raison. Je pense que là, il essaie de dresser un rapport idéal entre l'auteur, le texte et le lecteur, et de dresser qu'est-ce que c'est que le lecteur idéal de la science-fiction, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'écrivain idéal de science-fiction. Oui, je pense qu'il y a un certain second degré dans le texte, dans sa manière aussi de présenter les choses comme un jeu. It's fun, not work. Mais il y a aussi quelque chose de grave, je pense, dans son texte. Je pense qu'il y a une manière vraiment pour lui de s'opposer. Il y a aussi une urgence. Il rend explicite des choses qui lui paraissent évidentes,
c'est aussi parce que la science-fiction connaît des transformations à cette époque-là, des transformations avec lesquelles il n'est pas d'accord, quoi. Et donc, c'est à partir de là que se construit aussi tout l'imaginaire de cet âge d'or, hein, de la science-fiction, comment toute la science-fiction campbellienne se transforme peu à peu pour devenir un âge d'or, alors que dans les années 40, on ne parlait pas d'âge d'or de la science-fiction, quoi. C'est quelque chose qui se construit a posteriori, quoi. Et donc, on en parle d'âge d'or par opposition à cette politisation de la SF dans les années 50 et 60, politisation à laquelle d'ailleurs Ballard participera grandement en fait. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds exactement à tout, mais merci beaucoup en tout cas pour les remarques. Alors, on est encore quelques-uns à être là. Moi, je reste là un moment. Je vois que Bruno m'a lésé, je pense, à une remarque ou une question. Oui, merci Franck. Merci tout le monde, parce que depuis ce matin, c'est passionnant. Donc, c'est vraiment super. Non, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Guilhem par rapport aux livres scolaires. Donc moi, j'interviens pas mal dans les lycées et dans les collèges. Et effectivement, il y a une modification de la littérature qui est présentée aux collégiens, aux lycéens. Et en fait, elle est en lien avec une réforme du lycée qui a commencé il y a à peu près 4 ans. On commence à avoir arrivé chez nous à l'université, les premières années. En fait, cette réforme du lycée, bon, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins au courant, mais on décloisonne de plus en plus les disciplines. Et au lieu d'avoir des filières première terminale scientifique, première terminale littéraire, etc., il y a de plus en plus, cette réforme essaye de mettre en place des ponts entre les disciplines et en particulier de poser des grandes questions sociétales pour l'avenir. Alors, parmi ces questions sociétales, il y a le changement climatique, mais il y a aussi voilà, d'autres choses comme avoir un esprit critique sur les fake news, ce qu'on appelle les fake news, ou voilà, les théories du complot, enfin voilà, essayer développer un esprit critique chez nos jeunes par rapport à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon, moi, j'interviens dans les lycées et à cette occasion, j'ai fait des formations pour des enseignants, donc formation pour des enseignants du secondaire, formation sur le bilan radiatif terrestre, les changements climatiques actuels, est-ce qu'ils sont naturels, est-ce qu'ils sont anthropiques, enfin, savoir discriminer le vrai du faux. Et en fait, on m'a demandé, suite à ces interventions, on m'a dit, les interventions, elles sont très bien, mais elles sont plutôt dirigées vers un public scientifique. Donc, vous êtes encore dans l'esprit, vous présentez ça à des premières S et à des terminales, mais sachez que ces grandes questions, le climat terrestre ou les climats terrestres ou planétaires dans son ensemble, on pourrait extrapoler, doit s'ouvrir aussi au littéraire. Donc il y a vraiment une volonté au niveau du lycée et du collège à faire ces ponts entre les littéraires et les scientifiques et à briser un peu les barrières. Et du coup, c'est là où je me suis intéressé à la littérature pour les jeunes qui était donc vraiment, enfin, du littéraire, mais qui faisait appel à de la science. Donc c'est quelque chose qui va se développer, je pense, de plus en plus si on reste dans ce schéma lycée où on décloisonne un petit peu les disciplines et on se pose plutôt des grandes questions. Donc oui, on risque de ne plus avoir cette littérature scolaire, ces livres scolaires qu'on avait, nous, quand on était jeunes à l'époque, dans ces collèges et dans ces lycées. Et on va devoir s'adapter. Et du coup, cette littérature scientifique, alors c'est sûr qu'elle est vue d'un point de vue vulgarisation, hein, on est d'accord. C'est pour faire comprendre un certain nombre de questions scientifiques à des littéraires, mais on va être amené de plus en plus à faire ce genre de choses. Donc oui, cette remarque-là, elle est tout à fait justifiée. Et c'est effectivement ce qui se passe en ce moment avec nos jeunes qui sont en seconde, première terminale, et qui nous arrive dans les premières années d'université. Hein. Et on va devoir de plus en plus faire ce pont entre littérature et science. Donc, c'est tout à fait pertinent quoi, dans le discours. Mais merci en tous les cas pour tout ça. C'était juste une petite remarque, désolé. C'est une remarque importante. Si je peux juste rebondir un peu dessus. En fait, quand on fait de la science, ça dépend des disciplines, ça nous donne l'occasion forcée même de voyager, de passer du temps à l'étranger. Et c'est en passant du temps à l'étranger qu'on se rend compte que cette distinction très marquée en France, littéraire et scientifique, n'existe pas vraiment ailleurs. Moi, je le vois chez mes parents, mon père est scientifique, ma mère est littéraire, et se définissent et se présentent comme tels. Et c'est quelque chose de très commun et qui est très propre à la formation en France.
et qui oriente énormément, et qui peut-être, Julien, est à l'origine de ce trait d'union sur lequel tu t'interroges entre science et fiction, et qui peut-être n'a pas lieu d'être ailleurs parce qu'on n'a peut-être pas cette même dichotomie entre les approches. Et c'est vrai qu'elle est problématique, et peut-être qu'elle a à voir aussi avec l'insuccès qu'il y a pu y avoir par rapport à d'autres pays de la science-fiction en France. Le fait que justement, c'était pas assez, ça tombait pas dans une catégorie préexistante, et donc finalement c'était pour personne, alors qu'ailleurs c'était plutôt pour tout le monde. C'est une remarque. Et j'avais juste une idée à soumettre à Julien et à tout le monde, même si on n'est plus très nombreux. Tu t'interrogeais dans ton exposé sur, tu avais ton idée sur la question, mais tu te disais à propos de Hal Clement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la vulgarisation, il veut faire un récit pour divertir. Tu vois, il y avait une espèce tu te questionnais là-dessus. Et effectivement, moi, il y a un aspect, je trouve, important dans la science-fiction, qui est l'aspect de l'immersion. Et je m'explique. En fait, c'est un problème de la formation scientifique et de la vulgarisation. Si je vous donne un texte de vulgarisation pour vous expliquer, par exemple, l'effet de serre, vous allez lire, vous allez peut-être avoir des équations selon votre niveau de formation, hein. Quel que soit le niveau, vous y connaissez rien ou vous y connaissez, je vais vous donner un ouvrage, vous allez le lire. Si vous vous contentez de le lire, eh bien, peut-être qu'il y a quelques notions qui persistent un jour, 2 jours, une semaine, et après, tout est oublié. Même si vous voyez une excellente présentation de vulgarisation, généralement, les excellentes présentations, on se dit après, ah, j'ai tellement tout compris que je pourrais la refaire, ça disparaît. Et ce n'est pas pour rien qu'il faut 3 ans au minimum, 3 ans pour faire une thèse. C'est parce qu'en fait, on a besoin d'être immergé, on a besoin de pratiquer, on a besoin de faire de la science notre quotidien. On a besoin que ce soit notre dialogue avec nos collègues, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas faire entrer les choses plus rapidement que ces concepts commencent à structurer votre pensée. Et je pense qu'une des idées, une des raisons pour lesquelles on dévore de la science-fiction, certaines personnes comme moi, on a pu dévorer de la science-fiction, c'est ce besoin d'immersion qu'on perçoit. On s'intéresse à la science, on s'intéresse aux questions aussi, pas que ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas. Et on a besoin de s'immerger dedans pour finalement comprendre un peu. C'est-à-dire, c'est pas, et c'est pareil, il ne suffit pas de lire un texte, il y a besoin de temps. Et je pense que la science-fiction, en tout cas en particulier la hard science, quand on en lit beaucoup, elle immerge les lecteurs dans une science, et le lecteur acquiert petit à petit des concepts, des notions scientifiques d'une façon différente de la vulgarisation. Donc c'est dans la masse, et c'est dans le fait d'être... voilà. C'est pour ça qu'on lit rarement, je pense, un bouquin de hard science, et puis on le pose, et puis on en lit un 10 ans après. Généralement, on a des phases comme ça, on a besoin d'être immergé dans la science, et voilà, c'est juste un ressenti personnel, et je pense que voilà, c'est un problème de formation à la science. C'est compliqué, le niveau de complexité qu'on atteint est difficile, et la vulgarisation, dans son côté défini, un article, un livre, ben, il ne peut pas atteindre à quelque chose de très formateur au final. Il y a besoin ou alors il faut lire tout le temps, écouter la méthode scientifique, la Terre au carré, lire Science et Vie, etc. L'ASF, elle participe à ça, je pense. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que, mais après, moi, c'est vrai que j'ai un petit problème. Alors, l'aspect vulgarisation, évidemment, il est là, hein, ça c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on puisse se contenter de ça. Et je pense que c'est plus intéressant que faire juste de la vulgarisation, la science-fiction. Alors, évidemment, comme tu le dis, il y a quelque chose de l'ordre de l'immersion qui produit quelque chose. Moi, je pense que dès lors qu'un écrivain de science-fiction va utiliser des connaissances scientifiques pour en faire un récit de science-fiction, ça veut dire que, donc, d'une part, effectivement, il fait référence à la science, à des connaissances scientifiques, mais pas juste pour faire autre chose, en fait, hein, pour produire, les transformer, les inscrire dans un nouveau contexte qui va permettre de produire quelque chose de neuf, des nouvelles inférences. Et alors,
Après, je te posais la question du coup là sur l'exemple de Hal Clement et sur Mission of Gravity. Est-ce que d'une certaine manière, on ne pourrait pas considérer son roman comme une manière d'interroger la catégorie même de planète qu'utilisaient les scientifiques? Parce que d'une certaine manière, il essaie de produire une planète dont les caractéristiques sont peut-être aux limites de ce qu'une planète est censée pouvoir être, en tout cas à l'époque des connaissances scientifiques où il écrit. Et donc, il nous permet de réinterroger la catégorie de planète. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose, tu vois, d'un peu plus épistémologique en même temps. Tu vois, sur... Je comprends tout à fait. Après, je pense que après, je donne la parole à Guillaume, je crois qu'il voulait intervenir, ou c'est la main de tout à l'heure? Oui, je te passe. Après, quand je parlais d'immersion, c'est un aspect. Je pense que la science-fiction, elle a une richesse de volets, d'approches, d'angles qui est quasiment infinie, d'où la difficulté de la définir. Et souvent, les gens ont acquis une perception de la science-fiction très tôt et ont du mal à s'en détacher. Et là, je peux vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être le critique de cinéma Jean-Baptiste Toré, qui intervenait longtemps dans l'émission Mauvais Genre. Donc, pourtant, il en a vu passer de la science-fiction. Il écrivait des critiques dans Charlie Hebdo. D'accord. Maintenant, il est devenu metteur en scène, mais c'est un historien, un critique du cinéma. Et voilà, il a longtemps intervenu dans Mauvais Genre, donc il a vu passer beaucoup de science-fiction, de fantastique, etc. Et là, j'ai une revue qui parle d'Alien, un Rokirama sur Alien. Et il fait cette remarque, Toré. Alors, il parle, on l'interroge sur le fait qu'Alien est un film qui mélange plein de genres, justement. Et il dit « Je ne crois pas un quart de seconde que ce soit un film de science-fiction. Toutes les discussions des technofans qui tournent autour de la pertinence scientifique du film, du silence spatial, de la distance entre les planètes, on s'en fout. Ça n'a jamais intéressé personne dans Alien. Par contre, c'est un vrai drame, un drame profondément humain, d'où l'importance du personnage de Sigourney Weaver, etc. » Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a lui-même sa vision de la science-fiction, que je pense ici personne ne partage, alors que bien sûr, Alien est non seulement un film de science-fiction, mais un très grand film de science-fiction qui touche à énormément des thèmes de la science-fiction, l'inconnu, le biologique, les sociétés la mondialisation, les multinationales, les androïdes, enfin, c'est vraiment un summum. Et c'est marrant que quelqu'un qui a pour autant manipulé autant la science-fiction, il réduise ça finalement à la définition de Clement, et il a manqué la partie, enfin, plein de parties qui existaient. C'était juste une remarque. Guillaume, tu voulais intervenir depuis un moment. Oui, ce que tu viens de dire sur Alien colle avec ce que je vais dire. C'est que tu parlais tout à l'heure d'immersion, de ce besoin d'immersion. Tout à l'heure, on avait évoqué la notion d'un autre monde ou même de dépaysement, et c'est quelque chose d'extrêmement fort, effectivement, dans la SF. Mais il y a un autre point qu'on n'a pas encore clairement évoqué, et qui est normalement, et moi non plus, alors que c'est une évidence en tout cas dans les fictions scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles, parce qu'on a habitué à lire ce siècle comme ça, c'est l'angle philosophique. Et les grands débats de fans sortant d'un film de SF, ça va être pas très très élevé forcément d'un point de vue philosophique, mais ça va aborder des questions philosophiques. Et en fait, il y a, je m'étonne donc qu'on n'en parle pas, alors que c'est évident, mais chez les littéraires des 17e, chez les auteurs des 17e et 18e siècle d'ailleurs, on emploie le terme de philosophie pour parler de l'ensemble des domaines du savoir. Et par exemple, l'astronome des entretiens sur la pluralité des mondes n'est pas, enfin, il est astronome, mais il ne se dit pas astronome, il se dit philosophe. Et ce qui est intéressant, c'est les autres questions sur la place de l'homme dans l'univers, le fait d'être seul, perdu, des limites de la connaissance, etc. Ce sont des questions profondément philosophiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être plus simple pour un critique 17e, 18e parce qu'on est habitué à le voir presque en vocalisation. Il y a les matérialistes contre les spiritualistes, contre les ceci, contre les cela, et on a un recul historique sur les écoles philosophiques de cette époque. Le débat entre la spécialisation des domaines où un scientifique est un scientifique, un littéraire est un littéraire, et donc la SF étant entre les deux, il y a nécessairement de la philosophie, mais on a peut-être moins d'estampilles pour catégoriser les matérialistes humiens, les kantiens, les ceci, les cela. Et
il y a un vertige, et je me demande si c'est parce que nous, en tant que lecteurs ou critiques, on est perdu dans les catégories de la philosophie du XXe siècle, ou s'il y a autre chose. Oui. Moi, je vais avoir une réponse un peu dure, mais un peu peut-être aussi franco-française. C'est que la philosophie en France est en grande partie devenue une discipline littéraire qui s'est coupée des sciences dures et qui l'empêche un petit peu. Alors, je prendrai pour exemple, c'est un mauvais exemple, mais actuellement, les philosophes médiatiques sont en train de faire un ravage actuellement sur par exemple, la crise du Covid. Je ne vais même pas citer de nom, mais c'est un constat assez terrible. Moi, je me souviens avoir appris au lycée qui était inscrit sur l'école d'Aristote, nul n'entre ici qui ne soit géomètre. Ça, c'est une notion que la philosophie a un peu perdue, et pourtant, elle le voudrait parler des portes qu'ouvre la science fondamentale, la mécanique quantique, la cosmologie, les neurosciences, les intelligences artificielles, mais elle ne se forme pas, elle se ferme, cette porte-là. Alors, je reconnais que c'est extrêmement difficile. Hein. Être un homme de la Renaissance aujourd'hui qui embrasse tous ces savoirs, c'est impossible. Mais néanmoins, il y a un vrai problème. Et le philosophe ne comprend pas ces aspects de la science, et un scientifique qui a ma formation ne comprend pas un philosophe généralement dans son discours. Donc là, il y a eu une hermétisation de ce champ-là, moi, qui fait que toutes les fois où j'ai essayé d'avoir un débat sur la philosophie, avec des Américains, enfin des Anglo-Saxons, c'était possible encore. En France, il y a un trou noir, il y a un horizon des événements qui séparent les deux mondes. Et dès lors qu'on va vers un dialogue plus grand public, plus accessible, on tombe dans des enfin, voilà. Après, donc moi, j'ai une vision un peu sévère de ça, et je ne voudrais surtout pas tout mettre dans le même paquet. Mais c'est sûr que la science-fiction, c'est aussi un grand questionnement métaphysique. Pour moi, c'est l'origine c'est le lien avec le mystère, avec voilà. Mais j'imagine que Julien voudra probablement réagir sur la question de la philosophie. Oui. Après aussi, pensez à aller manger. Et là, on est en discussion. Moi, je vais aller me faire. Guillaume parlait tout à l'heure de la nourriture en poudre dans laquelle on rajoute de l'eau. J'en ai à côté. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, mais je vais aller me faire ça à un moment donné. Oui, non, juste une petite remarque sur les philosophes rapide. Je pense que les philosophes médiatiques, enfin en général, quand des philosophes passent à la télé, c'est en général les moins intéressants et sans doute ceux qui sont le plus critiqués parmi les philosophes, en fait. Et pourquoi, alors que des scientifiques qui passent, qui ont une vision, qui sont médiatisés, ils sont pas mal généralement. Dès qu'ils partent en vrille, ils sont plus estampillés scientifiques. Oui, je sais pas. Je pense que Didier Raoult, par exemple, il a quand même une couverture médiatique assez importante, alors que c'est pas forcément le meilleur des. Oui, mais il est discrétisé par sa, il est discrédité. Voilà, il est répudié par sa communauté depuis le début. Ça n'a pas suffi, c'est clair, mais il n'est plus là pour transmettre le message de la science, de la même façon que les BHL et tant mieux, ne sont pas là pour non plus, ne communiquent pas le corpus, le consensus de la philosophie. Tu as tout à fait raison. Mais c'est hélas parce qu'ils se rendent accessibles, pseudo-accessibles, qu'ils ont la voix. Non, mais ça, c'est un vrai biais, c'est-à-dire qu'on confond le médiatique avec les disciplines en tant que telles. Il y a encore des philosophes, et tu le disais tout à l'heure, c'était un questionnement métaphysique dans la science-fiction, il y a un questionnement politique aussi, quand on crée des micro-sociétés qui doivent partir dans l'espace, des questionnements moraux, puisqu'il y a aussi tout ce qui relève pas simplement de la bioéthique, mais d'autres domaines de la morale, un questionnement anthropologique et parfois un peu essentialiste sur la définition de l'homme. Enfin, c'est monumental. Parfois, ça ne vole pas très haut, mais la question, elle, à chaque fois, est profonde. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner, alors surtout pas aux philosophes médiatiques, mais dont peut-être notre groupe de travail doit un peu s'occuper à un moment ou à un autre.
Enfin, c'est pour ça que je soulevais le lièvre. Oui, mais tu as raison. En fait, moi, je vois ça comme le fait de… je l'ai mis à un moment donné dans le Slack. L'atelier d'aujourd'hui est un peu surreprésenté en termes d'astrophysique. C'est lié à l'initiative et au fait que moi, j'ai diffusé auprès de mes collègues. Mais clairement, il manquera il faudra dans les prochains ateliers une plus grande pluridisciplinarité sur les thèmes qu'aborde la science-fiction. Tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, une des particularités de la science-fiction française et qui a eu du mal à s'en remettre, c'est toute la SF des années 70, fin des années 60 jusqu'au début des années 80, une SF très politique, on va dire, finalement qui ne tire assez peu ses racines de la science, mais plus de questionnements sur le futur, sur la société, sur la place de l'humain, et qui a perdu un petit peu, qui a gagné un public en perdant un autre, parce qu'elle s'est un peu spécialisée dans ce champ-là, mais elle existe, et elle a été très importante. Et en France, on a encore, je dirais, cet héritage d'une science-fiction moins axée sur les sciences dures que sur les sciences humaines et les questionnements humains. Donc, il faudra élargir, étoffer le champ des expertises dans nos ateliers, ça c'est évident. Il y a eu un élan il y a quelques années avec, sous l'égide de Jean-Marc Lévy-Leblond qui s'intéressait et qui a une formation scientifique, donc qui s'intéressait au rapport entre science-fiction mais aussi littérature. Et je ne sais pas si elle existe encore, il y avait la revue Alliage dont le sous-titre était Culture, Sciences, Techniques, mais qui invitait souvent des non-scientifiques pour croiser les choses. Donc je ne sais pas si ça existe encore. C'était à Nice. Mais ça peut être un contact intéressant pour la suite. Enfin, je l'avais rencontré il y a longtemps, il était très sympathique. Ok. Et calé. Alors, moi, je vais devoir y aller parce qu'il faut que j'enseigne cet après-midi. Juste une dernière remarque pour l'ouverture. Moi, je suis très content qu'il y ait plein d'astrophysiciens et d'astronomes parce que je trouve que c'est des gens passionnants et qui font des choses passionnantes. Mais pour l'ouverture, je pense que ce serait intéressant de se demander si on peut aussi s'ouvrir. Alors, ça dépend évidemment si les gens sont anglophones dans le groupe qu'on a pour l'instant. Mais ce serait intéressant de s'ouvrir aussi un peu à des chercheurs qui font ce genre de choses aux États-Unis, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Là, j'avais tenu à ce que au moins le premier atelier soit francophone, aussi parce qu'on explore, hein, là, on discute, on explore, et je voulais faciliter ça. Je voulais que les gens osent prendre la parole. Mais à terme, bien sûr, le projet il est international et il y a d'autres initiatives. Là, comme tu le sais, ta collègue à Prague, là, j'ai suivi l'autre jour une de ses interventions où elle parle de science et de science-fiction. Il y a des initiatives un peu partout. Il y a même d'autres initiatives en France. Donc oui, il y a une vraie tendance. On n'est pas plus originaux que les autres ici. Et par contre, on va aller chercher, on va mettre tout ça en commun. Donc oui, il faudra passer parfois par de l'internationalisation et un petit peu d'anglais. Mais on gardera, je pense, aussi des rencontres francophones parce que ce sera aussi, ça permettra d'avoir aussi un autre… Et oui, je dis ça parce qu'en fait, je sais qu'aux États-Unis, il y a carrément des laboratoires de recherche qui ont été créés. Alors, j'ai une petite liste, je pourrais vous l'envoyer. Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui ont été créés avec des écrivains de science-fiction et des scientifiques, ou parfois des scientifiques qui sont des écrivains ou des écrivains qui sont des scientifiques. Donc, des laboratoires qui travaillent sur… Bon, en général, c'est plutôt des choses… du côté de l'innovation technologique et tout ça, Oui, mais du coup, ça pourrait être intéressant de voir comment ces gens-là travaillent et de discuter avec eux pour… Tout à fait. Voilà, moi je vais aller, je laisse ouvert, mais si vous voulez continuer à discuter, allez-y, je vous en prie, je vais aller me faire un peu à manger. On se retrouve à… Alors, 14h, donc pour toi c'est 17h, c'est ça? Oui. Moi, j'aurais peut-être des petites absences parce que… Bien sûr, bien sûr. Ben, après, chacun gère comme il peut. Après aussi, la fin de l'atelier, ça va être un peu tard pour toi aussi. Là, je vais mettre l'enregistrement en pause, mais je vais le reprendre après. Donc, j'espère pouvoir récupérer ça et à un moment donné, le mettre en ligne si vous manquez des bouts. À bientôt, à tout à l'heure. Ciao. Merci Franck. Ouais, pareil, hein, j'ai un TP, mais je reviens vers 16h. Mais bien sûr, chacun fait comme il peut. Ok, Ciao. merci beaucoup en tous les cas.